Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux Britanniques, un paquebot construit par les chantiers Harland Wolff à Belfast, par la célèbre White Star Line. Le Britannique, troisième navire de la classe olympique, est le sister ship du Titanic et de l'Olympique. À l'origine, il devait même porter le nom de Gigantic. Lancé le 28 février 1914, il a été conçu pour être le plus sûr et le plus luxueux des trois navires, tirant des leçons précieuses du naufrage tragique du Titanic. Pourtant, le Britannique n'a jamais eu de carrière commerciale. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été réquisitionné par la Royal Navy en tant que navire-hôpital naviguant entre le Royaume-Uni et les Dardanelles en 1915 et 1916, en plein cœur de la guerre. Malheureusement pour lui, lors de sa 6e traversée, le Britannique a sombré en mer Égée le 21 novembre 1916, après avoir heurté une mine posée par l'Unterseeboot 73. Après la guerre, le Britannique a été remplacé dans la flotte de la White Star Line par le Majestic, un navire reçu en dommages de guerre. C'est en 1975 que l'épave du Britannique a été localisée et explorée par le célèbre océanographe Jacques-Yves Cousteau. Restez avec nous pour découvrir l'histoire captivante de ce navire emblématique. La conception du Britannique remonte en 1907, lorsque Joseph Bruce Ismay, directeur général de la White Star Line, s'associe à Lord William James Peary, directeur des chantiers navals Harland Wolff de Belfast. Ensemble, ils prennent la décision ambitieuse de construire un trio de paquebots aux proportions inégalées, destinés même à rivaliser avec les célèbres lévriers des mers de la Cunard Line, tels que le Lusitania et le Mauritania. Cependant, leur objectif n'est pas d'atteindre la vitesse, mais plutôt de mettre l'accent sur le luxe et la sécurité. Les noms des trois navires sont choisis plus tard, reflétant les intentions des concepteurs: Olympique, Titanic et Gigantic. La construction des deux premiers navires débute en 1908 et 1909, tandis que le Gigantic, bien que prévu, attendra son tour. Les plans des trois paquebots sont élaborés par les architectes navals Thomas Andrews et Alexander Carlyle. La taille massive de ces navires nécessite la construction d'un portique spécial, le plus grand échafaudage du monde capable de les accueillir. Ce portique ne peut accueillir que 2 navires côte à côte à la fois. À l'origine, chaque paquebot devait mesurer environ 270 mètres de long, avec un tonnage d'environ 48 000 tonneaux de jauge brute. Ils étaient conçus pour transporter leurs passagers à une vitesse moyenne de 22 nœuds. Bien que cela soit inférieur au record des lévriers des mers, cela permettait tout de même d'effectuer des traversées en moins d'une semaine. Le Britannique, navire jumeau donc du Titanic, a été conçu pour être plus luxueux que ses prédécesseurs, afin de rivaliser avec les géants de l'époque comme l'Imperator, le Vaterland et l'Aquitania. Initialement prévu pour transporter 2579 passagers répartis en 3 classes, le Britannique a vu des modifications dans la répartition des cabines. En réponse à une évolution anticipée du marché, la White Star Line a réduit la capacité de la 3e classe, traditionnellement destinée aux immigrants, tout en augmentant celle de la 2e classe. Les installations de première classe ont été particulièrement améliorées pour séduire les passagers. Pour la première fois, les enfants qui étaient auparavant considérés comme une gêne ont été pris en compte dans la conception du navire. Une salle de jeu a été intégrée au pont des embarcations, symétrique au gymnase, offrant un espace de divertissement pour les plus jeunes. Le majestueux grand escalier, qui desservait déjà les installations de première classe sur les 2 précédents navires, a été magnifiquement repensé. Le grand escalier du Britannique se distingue par sa somptuosité, agrémentée de balustrades finement travaillées et de panneaux décoratifs. De grandes orgues ont été commandées pour orner les paliers supérieurs, ajoutant une touche de luxe inégalée. Le pont A du navire était entièrement consacré à la première classe. En plus des salons de détente et des 2 cafés-vérandas qui demeuraient inchangés, le Britannique bénéficiait d'un fumoir modifié, bien qu'il soit moins vaste que celui du Titanic. Une partie de cet espace a été réaffectée à un local technique, mais pour compenser cette réduction, une grande verrière a été installée au centre, augmentant la hauteur et la luminosité de la pièce. De même, le salon de lecture a été ajusté pour faire place à des cabines supplémentaires, maximisant ainsi le confort des passagers. Une zone dédiée à la beauté a également vu le jour sur le pont B, remplaçant le simple salon de barbier du Titanic par un espace plus élaboré, incluant un salon pour dames et un service de manucure. Une des innovations les plus notables du Britannique était l'ajout de salles de bain individuelles dans presque toutes les cabines de première classe. Une première pour un paquebot. Sur le Titanic et l'Olympique, la plupart des passagers de première classe devaient partager des salles de bain et des toilettes publiques. Les installations pour les autres classes
n'ont pas été négligés. Un gymnase a été prévu pour les passagers de seconde classe, et un espace de promenade couvert a été créé pour ceux de troisième classe, améliorant leur confort durant la traversée. Le fumoir de troisième classe a également été remonté d'un pont, permettant aux passagers de profiter d'une vue imprenable sur la mer tout en se détendant. Un changement significatif dans la conception des canaux de sauvetage a été opéré. Au lieu d'être disposés le long du pont, ils ont été suspendus à plusieurs ensembles de grands bossoirs. Cela avait deux avantages majeurs. Premièrement, le pont des embarcations est resté dégagé sur toute sa longueur, à l'exception des bossoirs, ce qui améliorait l'esthétique du bateau. Deuxièmement, en plaçant certains canaux sur le pont de poupe, les passagers de troisième classe bénéficiaient d'un accès direct aux embarcations. Un aspect essentiel qui avait fait défaut lors du naufrage du Titanic. Malheureusement, ces installations et améliorations n'ont jamais été pleinement réalisées. Le Britannic n'a jamais effectué de traversée commerciale, et la plupart des éléments décoratifs, ainsi que le mobilier prévu pour ces aménagements, ont été entreposés lors de la conversion du navire en navire-hôpital. Les innovations et le luxe qui caractérisaient le Britannic témoignent néanmoins des ambitions de la White Star Line et de son désir de se démarquer dans la course transatlantique, malgré les tragédies qui ont marqué l'histoire de ces grands navires. La construction du navire a véritablement débuté après le voyage inaugural de son sister ship l'Olympique, qui a eu lieu le 14 juin 1911. Peu après, la quille du Britannic est posée au chantier Harland & Wolff. Le chantier a commencé le 30 novembre 1911 sur la cale précédemment occupée par l'Olympique, avec une mise en service prévue pour début 1914. Cependant, la construction s'est rapidement assombrie à la suite du naufrage tragique du Titanic, le 15 avril 1912. Cet événement a incité les concepteurs à attendre les recommandations de l'enquête afin d'apporter des modifications nécessaires du navire. Ces enquêtes ont conduit à de nombreuses modifications, dont la première concernait le nom même du navire. Jugé maintenant trop prétentieux, le nom de Gigantic a été remplacé par Britannic, un nom déjà porté par un précédent navire de la compagnie, lancé en 1874. Bien que la White Star Line ait par la suite nié avoir envisagé le nom de Gigantic, des documents retrouvés en 2007 suggérèrent qu'il avait effectivement été considéré avant le naufrage du Titanic. Alors que le navire n'avait pas encore été lancé, d'autres modifications ont été apportées, principalement en matière de sécurité. Une double coque a été ajoutée, et les compartiments étanches centraux ont été rehaussés pour éviter une inondation rapide, un défaut qui avait largement contribué au naufrage du Titanic. De plus, des canaux de sauvetage supplémentaires et de grands bossoirs ont été intégrés pour permettre un lancement rapide des canaux. Et cela même en cas de gîte. Pour contrer la mauvaise publicité liée au naufrage du Titanic, la White Star Line a également publié une brochure détaillant les améliorations apportées à la sécurité du Britannic. Le lancement du Britannic a donc pu avoir lieu le 26 février 1914, devant des centaines de spectateurs, et ce jour-là a même été déclaré jour de chaume à Belfast. Des discours ont été prononcés devant la presse, et un dîner a même été organisé en l'honneur du paquebot. Après le lancement, il fallait remplir la coque du navire, installer les machines, les différentes pièces et les cheminées. Bien qu'il ait été prévu que le paquebot soit terminé à la fin septembre 1914, des problèmes financiers dans les chantiers ont conduit à un report de sa mise en service au printemps suivant. En septembre, le Britannic entre en cale sèche et ses hélices sont installées. Cependant, la déclaration de guerre du Royaume-Uni à l'Allemagne a bouleversé les plans de mise en service. La construction du navire a été suspendue un temps, mais encore inachevé. Il a été réquisitionné par l'amirauté britannique le 13 novembre 1915 pour être utilisé comme navire-hôpital sous le nom de HMHS Britannic pour transporter des soldats blessés. Le Britannic a été transformé en navire-hôpital, subissant plusieurs modifications notables, notamment sur le plan esthétique. Alors que sa construction touchait à sa fin, sa coque a été repeinte en blanc, ornée d'une ligne verte et de 3 croix rouges sur chaque flanc, ces dernières étant éclairées par des ampoules. À l'intérieur, le navire a été aménagé pour accueillir 3309 lits, accompagnés de plusieurs salles d'opération. Les espaces communs des ponts supérieurs ont été convertis en salles pour les blessés, tandis que les cabines du pont B ont été réservées aux médecins. La salle à manger de première classe et la salle de réception située sur le pont D ont également été transformées en salles d'opération. Les ponts inférieurs, quant à eux, ont été dédiés aux blessés légers. Tous les équipements médicaux ont été installés lorsque le Britannic est arrivé à Liverpool le 12 décembre 1915. Cependant,
Cette transformation rapide a également engendré des problèmes concernant les embarcations de sauvetage. Seuls 5 des 8 bossoirs géants avaient été installés à ce moment. Pour compléter l'équipement du navire, des bossoirs de type Welin, similaires à ceux de l'Olympique et du Titanic, ont été ajoutés. Ces bossoirs, capables de descendre 2 canots à la fois, un standard et un pliant, ont été placés sur la partie centrale du pont des embarcations, et 2 autres ont été ajoutés sur le pont de poupe, ce qui fit qu'au total, le Britannique était équipé de 58 canots de sauvetage, dont 30 étaient fixés sur les bossoirs grues. Le Britannique est déclaré prêt pour le service le 12 décembre 1915, et une équipe médicale est alors constituée. Cette équipe comprend 101 infirmières, 336 sous-officiers, ainsi qu'un équipage de 675 personnes. 2 jours avant son départ, le Britannique est à Liverpool, où il retrouve un temps son jumeau l'Olympique. Le commandant du navire, Charles Bartlett, capitaine respecté de la White Star Line, est accompagné du chef mécanicien Robert Fleming et du chef chirurgien John C. H. Beaumont, tous 2 expérimentés sur les navires de la classe Olympique. Beaumont exprime même son enthousiasme en déclarant que le Britannique est le plus beau navire des navires hôpitaux qui ait jamais navigué. Le 23 décembre 1915, le Britannique quitte Liverpool en direction de Mudros, sur l'île de Lemnos en mer Égée, pour ramener des soldats blessés ou malades. Au cours de son trajet, le Britannique rejoint d'autres paquebots, dont le Mauritania, l'Aquitania et son sister ship l'Olympique, qui contrairement aux autres n'est pas un navire hôpital, mais un transport de troupes. Ces 4 navires, rejoints plus tard par le State Dam, forment ainsi une flotte capable de transporter près de 33 000 hommes de troupes et 17 000 blessés et malades. Le Britannique fait d'abord une escale à Naples pour refaire ses stocks de charbon avant de se diriger vers Mudros et le front des Dardanelles. Il revient en Angleterre le 9 janvier 1916 avec 3000 soldats qui sont répartis dans les hôpitaux londoniens. Ce voyage est cependant marqué par des tragédies, avec 2 décès dus à la tuberculose et la disparition d'un homme tombé à la mer. Son deuxième voyage, plus court, se limite à un aller-retour vers Naples. Il passe les 4 semaines suivantes au large de l'île de Wight en tant qu'hôpital flottant. Le troisième voyage se déroule du 20 mars au 4 avril, au cours duquel un homme meurt de diabète à bord. Après cette traversée, les services du Britannique et de ses compagnons ne sont plus jugés nécessaires, les Dardanelles ayant été évacués en janvier. Le 6 juin 1916, le Britannique retourne donc à Belfast pour y subir les modifications nécessaires à son service transatlantique d'origine. La White Star Line reçoit une compensation de 75 000 livres du gouvernement pour financer ses travaux. Cependant, ces derniers sont interrompus après plusieurs mois à un stade d'avancement indéterminé. 2 mois plus tard, le 28 août 1916, l'amirauté britannique rappelle le Britannique à son service. Le navire reprend la mer pour un 4e voyage, le 24 septembre, avec une équipe médicale composée de secouristes volontaires. Lors de ce voyage, alors qu'il approche de Naples le 29 septembre, le Britannique traverse une violente tempête dont il sort indemne. Il repart le 9 octobre pour Southampton, puis effectue un 5e voyage marqué par une mise à l'isolement officielle de l'équipage à son arrivée à Mudros. En effet, l'équipage a été victime d'intoxication alimentaire, ce qui a nécessité que le paquebot reste à quai pendant la durée de l'enquête. À son retour, un incident diplomatique se produit. Le chanteur d'opéra Aldebert Messani, citoyen autrichien, est embarqué à bord pour se rendre au Royaume-Uni, d'où il doit regagner son pays d'origine. Durant le voyage, il aperçoit des soldats britanniques en uniforme et alerte son gouvernement. Bien que l'amirauté démente cette situation, l'Allemagne prend en compte cet incident lorsqu'elle établit en janvier 1917 la liste des 22 points rendant caduque le statut des navires hôpitaux. La vie à bord du Britannique suit une routine bien organisée. Les patients sont réveillés à 6 heures et les locaux sont nettoyés. Le petit déjeuner, lui, est servi à 6h30, suivi d'une tournée d'inspection du capitaine. Le déjeuner a lieu à midi et demi, et le thé est servi à 16h30. Les soins aux patients sont administrés entre les repas, et ceux qui le souhaitent peuvent se promener sur le pont, à condition de ne pas porter d'uniforme militaire pour éviter d'attirer l'attention de l'ennemi. À 20h30, les patients regagnent leur lit, et le capitaine effectue une nouvelle tournée d'inspection. Les journées des infirmières sont également chargées, même lorsque le navire ne transporte pas de blessés. Elles suivent des cours de sport et des conférences de médecine pour se former. La 6e traversée, également à destination de Mudros, débute le 12 novembre 1916. Le Britannique est, comme durant les voyages précédents, commandé par Charles Alfred Bartlett. Se trouve également à bord Violet Jessop,
hôtesse rescapée du Titanic, qui a par la suite raconté son aventure dans ses mémoires. Elle effectue sa première traversée comme infirmière à bord du navire hôpital. Le voyage débute sans encombre, et le navire fait une escale de 48 heures à Naples. Son départ, étant retardé d'une journée à cause d'une tempête, il reprend ensuite sa route à travers la mer Égée. Au matin du 21 novembre, aux alentours de 8h12, le Britannique est victime d'une explosion entre l'île de Kea et l'îlot de Macronissos, ce qui provoque l'ouverture d'une brèche à l'avant, dans le flanc tribord. Au moment du choc, le personnel hospitalier se trouve dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Violette Jessop note dans son récit que, contrairement à ce qui s'était passé lors du naufrage du Titanic, la prise de conscience de la situation a été presque immédiate. Pour le commandant Bartlett et son commandant en second Hum, qui se trouvaient alors sur la passerelle, le danger est évident. Ayant touché les compartiments 3 et 4, l'explosion provoque également des avaries qui touchent les deux compartiments avant. Le couloir reliant la chaufferie 6 au dortoir commence également à s'inonder, provoquant de fait l'envahissement de la chaufferie. En 1 ou 2 minutes à peine, un volume estimé de 10 000 mètres cubes d'eau s'infiltre dans le navire. Les soutiers et chauffeurs doivent évacuer les chaufferies. Pour que le navire reste à flot, il faudra alors fermer les portes étanches situées au niveau de la chaufferie 6, mais celle-ci ne fonctionne pas, ayant probablement été endommagée dans le choc. Cependant, les cloisons suivantes étant closes, le navire est théoriquement hors de danger. L'arrêt de mort du Britannique est signé par le fait que nombre de hublots des pots inférieurs sont ouverts au moment du drame pour aérer le navire. De plus, le navire accuse une forte gîte sur tribord, ce qui favorise l'inondation des compartiments, jusque-là épargnés, par le biais des hublots. Vers 8h15, le destroyer britannique Scourge reçoit le SOS du Britannique. Alors occupé en mission de récupération d'un navire échoué après avoir heurté une mine, il fait alors route vers le lieu du drame avec 2 remorqueurs français. À 8h27, le croiseur auxiliaire héroïque fait de même. Cependant, les premiers à secourir les naufragés sont des pêcheurs grecs venus de Kea. Bartlett, sous-estimant les dégâts, il n'est pas au courant de l'inondation des chaufferies, décide d'échouer le navire sur l'île de Kea et met les machines en avant toutes. Il parvient également à faire virer le navire. Cependant, en faisant bouger le Britannique, il accélère fatalement l'entrée de l'eau à l'intérieur. Dans le même temps, le personnel hospitalier se prépare à évacuer. Bartlett a donné l'ordre en effet de préparer les canots. Il n'a cependant pas autorisé encore leur mise à la mer. Chacun se précipite donc sur ses effets les plus précieux avant de quitter le navire. Violette Jessop prend ainsi sa brosse à dents, se souvenant que lorsque le Titanic a écoulé, c'est l'objet qui lui avait le plus manqué après coup. Le révérend du navire récupère quant à lui sa Bible. Les quelques patients présents à bord sont rassemblés par le lieutenant Shackleton sur les ponts des embarcations. De même, toutes les infirmières sont regroupées par le capitaine Renton sur la partie surélevée de ce même pont. Enfin, le major Priestley rassemble son détachement de Royal Army Medical Corps à l'arrière du pont A et inspecte les cabines pour vérifier que personne n'a été oublié. Tandis que Bartlett poursuit sa manœuvre désespérée, le navire gîte de plus en plus. L'équipage commence à craindre que celle-ci ne devienne trop importante et décide de mettre les premiers canots à la mer sans attendre les ordres. Mis au courant de l'ampleur de la situation dans les chaufferies, Bartlett envisage de stopper les machines le temps de mettre à l'eau les canots, puis de tenter à nouveau d'échouer le navire. Cependant, avant même qu'il n'ait pu agir, 2 canots sont mis à la mer sur le flanc bas. Les hélices qui affleurent à la surface de l'eau créent un effet de succion qui aspire les embarcations et leurs passagers. Parmi eux se trouve Violette Jessop, qui réussit à sauter à temps et à s'échapper, au prix d'un violent coup à la tête, en heurtant la quille d'un canot venu à son secours. Par coïncidence, 2 autres rescapés du naufrage du Titanic, Archie Jewell et George Perman, en réchappent également. Bartlett, ignorant le drame, arrête finalement les hélices, sauvant par pur hasard un autre canot qui courait à sa perte. Sur les 1125 personnes présentes à bord, 30 périssent et 45 sont blessés. L'évacuation se poursuit dans un ordre plus ou moins apparent. À bâbord, un officier parvient à maintenir une certaine discipline et à empêcher une foule de monter dans des canots qu'il serait trop dangereux de descendre, mais un groupe de soutien indiscipliné prend l'initiative de partir dans un des canots du pont de poupe. D'autres, comme le révérend Fleming, guident de petits groupes pour les répartir dans les canots. Rapidement, le paquebot est déserté. Bartlett reste cependant à bord, décidé à sauver le navire coûte que coûte. Il remet les machines en avant toutes dans l'espoir d'atteindre Kea, avant de renoncer en voyant la proue en grande partie submergée. Le dernier canot quitte le paquebot à 9h35. Bartlett fait partie des derniers à quitter le navire, sautant du pont pour rejoindre un canot à la nage. Alors que la poupe émerge hors de l'eau, la proue touche le fond de la mer,
profonde d'un peu plus d'une centaine de mètres. Un effet de levier fait alors chavirer le bateau du côté tribord, et la poupe disparaît sous la surface de l'eau aux alentours de 9h40. Lorsque le paquebot disparaît sous les flots, 35 canots sont dispersés dans la zone, plus ou moins remplie. Quelques nageurs font également leur possible pour rejoindre les embarcations. Par chance, les naufragés n'ont pas, comme leur alter ego du Titanic, à supporter le froid mortel, et aucune victime n'est à déplorer dans ces circonstances. Par ailleurs, le Britannic était équipé de 2 canots à moteur, qui peuvent ainsi récupérer les nageurs avec rapidité. À 10h, le Scourge aperçoit des canots et commence à les récupérer, prenant à son bord 339 naufragés. Peu avant, l'Héroïque avait fait de même avec 494 naufragés. Les 2 navires ne pouvant accueillir plus de personnes, le Foxhound, un autre destroyer, prend la relève à 11h45. Au total, 1036 naufragés sont secourus. Les rescapés les plus sévèrement blessés ont été au préalable transférés dans les 2 canots à moteur du Britannic et sont ainsi transportés jusqu'à la baie de Saint-Nicolas, au nord-ouest de Kea. Une partie des rescapés est également transférée sur le navire de guerre Duncan, les femmes étant habituellement interdites à bord. Des cérémonies se tiennent en l'honneur des 30 victimes à déplorer. Par la suite, les survivants sont renvoyés chez eux, par différents moyens, mais peu arrivent au Royaume-Uni avant Noël 1916. L'épave du Britannic est découverte le 3 décembre 1975 par Jacques-Yves Cousteau. Elle est localisée par 120 mètres de fond. En 1976, Cousteau pénètre pour la première fois avec des plongeurs à l'intérieur de l'épave. Il avait en effet besoin d'une autorisation des autorités grecques. Les champs de débris sont explorés avec la soucoupe plongeante SP-350. L'équipe étant accompagnée de Sheila Mitchell, survivante britannique du naufrage. Certains éléments de l'épave sont repêchés, et un documentaire est produit pour la série télévisée L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau. L'épave du Britannic est reconnue comme la plus grande épave de paquebot au monde, reposant majestueusement à 120 mètres de profondeur dans les eaux turquoises de la mer Égée, près de l'île de Kea. En raison de sa position, allongée sur son flanc tribord, il est difficile d'évaluer l'ampleur des dommages causés directement par l'explosion qui a précipité le navire au fond de la mer. Une large brèche, qui traverse le paquebot sur toute sa hauteur, se situe légèrement en avant de la passerelle de navigation. L'étendue de cette déchirure est telle qu'elle ne peut être attribuée à une simple explosion, qu'elle soit due à une mine ou à une torpille. En effet, la brèche, d'une ampleur considérable, résulte probablement de la pression exercée par la masse du navire à ce point précis au moment où il coulait. La proue du Britannic, fichée dans le fond marin, a aggravé la situation provoquant une rupture de la coque fragilisée à cet endroit. Les structures internes ont été complètement dévastées, rendant la visualisation de l'intérieur du navire à travers les hublots impossible. Des débris de verre, témoins du luxe qui caractérisait le Britannic, ont été retrouvés au-dessus de la cage du grand escalier, ajoutant une note poignante à l'image du naufrage. Les cheminées, autrefois fières et majestueuses, ont été arrachées de leur base, gisant désormais sur le fond marin. Aux alentours de l'épave, de nombreux morceaux de charbon sont éparpillés, rappelant les efforts des chaudières du navire pour maintenir son mouvement au moment de la catastrophe. L'exploration de l'épave a été marquée par plusieurs expéditions, dont celle menée par le célèbre explorateur Jacques Cousteau, qui a repêché divers objets, notamment un sextant trouvé près de la salle des cartes. Ces objets, bien que peu nombreux, constituent un lien tangible avec le passé et témoignent de la vie à bord de ce grand paquebot. En 1977, l'épave du Britannic a été vendue à un acheteur britannique pour la somme de 2500 livres, marquant le début d'un intérêt commercial pour cette tragédie marine. En 1996, l'historien Simon Miles a racheté l'épave pour 15 000 livres, avec un projet ambitieux de préservation sur place, souhaitant éviter que l'épave ne soit exploitée à des fins lucratives. C'est au début des années 2000 que le célèbre océanographe Robert Ballard a suggéré une idée révolutionnaire: transformer le Britannic en un musée sous-marin, équipé de caméras permettant aux visiteurs de voir l'intérieur du navire depuis la surface. Bien que ce projet ait suscité un grand enthousiasme, il n'a pas encore vu le jour à ce jour, laissant l'épave à son sort, endormie au fond de la mer. Aujourd'hui, l'épave du Britannic demeure un monument de mémoire, rappelant non seulement la tragédie d'un navire qui aurait dû incarner la sécurité et le luxe, mais aussi les histoires de ceux qui ont vécu et servi à bord. Alors que les plongeurs continuent d'explorer ses profondeurs, l'épave continue de livrer ses secrets, préservant ainsi l'héritage du Britannic pour les générations futures.